En ce moment, une recherche urgente est en cours pour retrouver cette mère qui a apparemment disparu. Et pour rendre cette affaire encore plus mystérieuse, elle a disparu alors que les pompiers intervenaient chez elle pour un incendie qu'ils jugent suspect. Elle n'était pas là, mais son sac à main était sur le comptoir et sa voiture était garée dans son allée. C'est totalement anormal qu'elle reste aussi longtemps sans parler à ses enfants ou sans donner de nouvelles. Vous savez, Nous avons parlé avec la famille de Brittany Gard à propos de l'objet précis que les forces de l'ordre recherchent, pouvant être crucial pour ramener Brittany Gard. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. L'histoire dont nous parlons en ce moment concerne une mère. Elle s'appelle Brittany Gard. Elle a 46 ans, elle vit dans l'Indiana et c'est la mère de 2 enfants. Mais à ce stade, elle a disparu et il y a beaucoup de questions. L'histoire devient étrange alors que les forces de l'ordre cherchent où elle est allée. Voici le flyer diffusé par les adjoints du comté de Putnam dans l'Indiana. C'est à environ 1 heure de route à l'ouest d'Indianapolis maintenant. Brittany a été vue pour la dernière fois, le 30 septembre. La dernière fois que les forces de l'ordre peuvent confirmer qu'elle a été vue ou entendue, c'était à 21h24 ce soir-là. Je viens de parler avec sa famille. Ils m'ont dit que vous les entendrez bientôt. L'un des éléments importants que les forces de l'ordre n'ont pas pu retrouver depuis sa disparition, c'est son téléphone. Ce téléphone, qui est un iPhone, ils disent qu'il n'a pas été retrouvé chez elle après l'incendie. Et ils n'ont pas réussi à le retrouver. De leur côté, ils utilisent toutes les applications publiques pour localiser les iPhones. Le shérif du comté de Putnam a annoncé que l'équipe d'analyse cellulaire du FBI recherche toute trace numérique pour remonter une piste. Voici ce que nous savons sur la chronologie de sa disparition et où nous en sommes à ce stade. C'était un jour après sa dernière apparition ou conversation, selon les adjoints du shérif, vers 9h30, le 30 septembre. Le lendemain, elle ne s'est pas présentée au match de volley-ball de sa fille. C'était très étrange parce que ses amis disant que Brittany Gard était la plus grande supportrice de son enfant. C'était sa dernière publication sur Facebook le 29 septembre lors d'un match de volley-ball de sa fille. Environ 24 heures plus tard, c'était la dernière fois que quelqu'un l'a vue. Non seulement elle ne s'est pas présentée au match de sa fille le 1er octobre, mais voici un rebondissement majeur dans cette histoire qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Les pompiers ont été appelés chez elle vers 19h39 le soir du 1er octobre parce que de la fumée s'échappait de sa maison. Les pompiers ont éteint l'incendie dans la maison, mais Brittany était absente, sans aucune trace d'elle. Sa voiture était dans l'allée et son sac à main a été retrouvé dans la maison enfumé. Nous ne connaissons pas la cause officielle de cet incendie, ni exactement ce qui a pu être incendié à l'intérieur de la maison. Nous n'avons pas de photos pour l'instant. Nous savons seulement que la maison a été endommagée par le feu. Et c'est le point important. Les pompiers pensent que ces flammes sont suspectes. Désormais, l'adresse de Brittany Gard fait apparaître sa maison sur Google. Il semble que ce soit dans une zone rurale, un peu sur une route de campagne, entourée d'arbres et de terres agricoles. On ignore si des voisins en ont eu. Par exemple, une sonnette connectée qui permettrait d'avoir une idée d'où Brittany Gard aurait pu aller. Les adjoints du comté de Putnam ont utilisé des drones la nuit de l'incendie pour tenter de retrouver cette mère de 2 enfants de 46 ans. Selon eux, il n'y a vraiment aucune trace. Les autorités affirment avoir fouillé un étang près de chez elle. Rien pour l'instant, nous avons vérifié le passé de garde, elle n'a pas de casier judiciaire. Il y a quelques amendes de circulation. Selon nos partenaires de truthfinder.com, c'est tout concernant un casier judiciaire. J'ai parlé à la sœur et au beau-frère de Brittany Gard il y a peu de temps. le comté de Putnam a publié un communiqué il y a moins d'1 heure. Nous étions ravis de voir qu'il travaillait avec le FBI. Donc, c'était une nouvelle information. Ils ont terminé leur enquête dans la maison hier et l'ont remise à la famille hier soir. Et toujours rien, je veux dire, elle a juste disparu. C'est incroyable à notre époque. Comment est-ce possible? Comment peut-on disparaître complètement? Et je sais qu'on t'a probablement déjà posé cette question plusieurs fois à ce stade. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a déjà eu un moment comme celui-ci où elle a fait quelque chose comme ça auparavant? Jamais, jamais. En ce qui concerne l'incendie, je sais qu'ils l'ont qualifié de suspect
et il pense qu'il a commencé à l'intérieur de la maison. Qu'as-tu appris de plus? Juste quoi? C'est à propos de ça, car je sais que le moment était très suspect et qu'elle n'est pas venue au match de volleyball. Ah, je suppose. D'un point de vue chronologique, je vais te donner la version condensée. Her, Notre nièce partage son temps entre sa mère et son père. Elle était chez son père. Elle a parlé à sa mère la veille, comme d'habitude. Bonne nuit, je t'aime, à demain pour ton match. Um, je ne pense pas que Brittany ait manqué un seul des matchs de volleyball de sa fille, donc ça a été une grande surprise quand elle n'est pas venue au match de sa fille. Et puis quand elle est rentrée chez elle avec des amis de l'équipe, les pompiers et la police étaient là. Tout cela s'est passé mercredi soir et depuis, personne n'a eu de contact avec elle. Depuis mardi soir, on ne trouve aucune trace de contact, puis l'incendie a eu lieu mercredi et personne n'a eu de contact. Nous avons pu la retrouver et malheureusement, vous savez, toutes les méthodes habituelles comme la famille, retrouver un ami, utiliser Live 360, tout ça. Elle a disparu, on n'a aucune trace d'elle ni moyen de la trouver. Aucun indice n'est trouvé nulle part. Quand est-ce que c'était? Je sais. Le shérif a déclaré mardi soir que c'était la dernière fois qu'on l'avait vue ou entendue. Sais-tu ce qu'elle faisait ou qui l'a vue en dernier? Physiquement, la voir en personne, je ne suis pas sûre. Je crois que sa fille avait un match lundi soir et qu'elle y était parce qu'elle jouait à nouveau au volleyball pour l'école. Et autant que je sache, je ne connais personne qui l'a vue, je sais juste. J'ai reçu un message d'elle lundi matin. Ce n'était pas surprenant car je lui avais envoyé un message et nous venions déjà en ville lui rendre visite ce week-end-là. Et j'essayais de m'organiser pour la voir avec mes enfants. Donc c'est... Est-ce qu'elle vit avec quelqu'un? Non, elle vit seule chez elle et sa fille reste avec elle quand c'est son tour. Et est-ce qu'il se passait quelque chose? Et moi, vous savez, je suis sûr qu'on vous a déjà posé cette question aussi. Mais quelque chose dans sa vie qui pourrait expliquer une quelconque disparition. Non, on vient seulement de la voir. Stéphanie et moi avons célébré nos 20 ans et elle... Nous vivons en dehors de Washington District de Columbia et Brittany et Bailey, notre nièce, est venue et a célébré avec nous. Vous savez, elle a passé une semaine, vous savez, à jouer tous les jours, à profiter de l'eau, à s'amuser, et il n'y avait, vous savez, aucun signe de quoi que ce soit. C'est une personne discrète, c'est une petite ville, mais vous savez, cela a complètement pris toute la famille par surprise. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez que le public sache? Je sais que vous faites beaucoup pour faire passer le message sur les réseaux sociaux et je sais qu'il y a beaucoup de recherches en cours dans l'Indiana. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent, ceux qui entendent cette histoire pour la première fois? Pour moi, je veux qu'il sache cela. Nous sommes inquiets pour elle, nous avons peur pour elle. Vous savez, si elle nous entend ou voit ceci, ou si quelqu'un a vu quelque chose, s'il vous plaît, appelez le 911 ou la police du comté de Putnam. S'il vous plaît, signalez-le. Merci de partager toute information pouvant aider à la ramener saine et sauve. Sa fille et son fils ont besoin d'elle. Tu sais, ils souffrent vraiment beaucoup en ce moment. Tu sais, c'est complètement anormal qu'elle reste aussi longtemps sans parler à ses enfants ou sans donner de nouvelles. Tu sais, ça a été difficile. Les forces de l'ordre estiment Garde disparue et en danger. Ils n'ont laissé entendre aucun acte criminel à ce stade de l'enquête. Mais de nombreuses questions restent sans réponse et cette histoire demeure un mystère. Toute personne ayant des informations sur Brittany Garde doit contacter le bureau du shérif du comté de Putnam, Indiana.
Prenons une pause sur l'affaire pour discuter de quelque chose d'important. Parce que lorsque nous traitons des affaires criminelles, évidemment, nous voyons beaucoup d'histoires qui montrent que la vie peut changer en un instant, d'une manière à laquelle on ne s'attend jamais. J'y pense certainement moi-même quand il s'agit de ma propre famille et de m'assurer que l'avenir de mes enfants soit sûr et sécurisé. Cependant, l'assurance vie fait partie de ces sujets auxquels on ne pense qu'une fois qu'il est trop tard. Car vous ne voulez pas envisager de ne plus être là pour soutenir financièrement votre famille, que ce soit pour leurs études ou leur logement. Mais avoir une assurance vie temporaire en place dès maintenant signifie que si quelque chose d'inattendu devait arriver, ils auront une meilleure protection. Et vous aurez un peu plus l'esprit tranquille en sachant que vous avez tout fait en votre pouvoir pour les protéger à l'avenir. Fabrique par Gerber Life est une assurance vie temporaire que vous pouvez souscrire dès aujourd'hui. Conçue pour les parents occupés, entièrement en ligne, selon votre emploi du temps, depuis votre canapé, et couverte en moins de 10 minutes sans examen médical. Des millions de familles depuis plus de 50 ans, leurs polices de qualité s'adaptent à votre famille et budget avec flexibilité. Jusqu'à 1 million de dollars couverts pour moins d'1 dollar par jour. Ils offrent aussi des testaments numériques gratuits et des outils d'investissement pour planifier l'avenir financier de votre famille. Tout est accessible directement depuis votre téléphone. Rejoignez les milliers de parents qui font confiance à Fabrique pour protéger leur famille. Vous pouvez faire votre demande dès aujourd'hui en quelques minutes sur meetfabric.com/OTC. C'est meetfabricom/OTC, meutfabricom/OTC. Toute personne ayant des informations sur Brittany Gard doit contacter le bureau du shérif du comté de Putnam, Indiana. Rejoignez-nous pour discuter de l'évolution possible de l'affaire. Nous accueillons ensuite Colin Schmidt, ex-agent du FBI. Merci d'être avec nous ici sur Law and Crime. La dernière fois que Brittany Gard a été vue, c'était le 1er octobre, donc cela fait quelques jours depuis. Que fait la police en ce moment, à ce stade des recherches où il ne semble y avoir aucun signe d'elle? Eh bien, la première chose que nous ferons sera de ratisser le quartier et de rechercher des vidéos. Et parler aux voisins, parler aux amis, parler aux membres de la famille, et surtout parler à tout conjoint ou à tout enfant, et voir ce qu'ils ont dit, ou s'il y a eu des problèmes de violence domestique ou quoi que ce soit qui se passait récemment. Ensuite, la deuxième étape, comme nous en avons parlé de très nombreuses fois, ce sont les téléphones. S'ils ont un téléphone ou son numéro, ils vont le localiser pour tenter de savoir où il se trouve. Car dans 99% des cas, trouver le téléphone revient à trouver la personne. S'ils n'ont pas physiquement le téléphone, mais que vous avez le numéro de téléphone. Je pense juste que l'historique de recherche sur Internet peut parfois en dire beaucoup, dans ces cas-là, sur ce que quelqu'un traversait ou pensait au moment où il a disparu. Comment accède-t-on à ce genre d'informations? Si, par exemple, on n'a pas le mot de passe, on n'a pas le nom d'utilisateur, mais vous savez que vous cherchez les recherches Google de quelqu'un. S'ils faisaient des recherches Google sur leur téléphone et avaient un numéro. De manière générale, les forces de l'ordre ou les enquêteurs peuvent en quelque sorte remonter la piste et accéder au cloud grâce à des ordonnances judiciaires. Et ensuite, à partir du cloud, ils peuvent trouver l'historique des recherches Google. Et à partir de là, ils peuvent découvrir exactement ce qui se passe. Donc, c'est un processus en plusieurs étapes, mais c'est essentiellement suivre la trace de poussière laissée sur Internet. Donc, pour parler de là où cette personne a été, Que faut-il vraiment pour obtenir une ordonnance du tribunal dans une recherche urgente? Je veux dire, à quel point est-il difficile d'obtenir cette ordonnance du tribunal et ensuite, finalement, d'obtenir ce type d'information grâce à l'empreinte numérique? eh bien, de manière générale, ils doivent démontrer qu'un certain type de crime a eu lieu avant de pouvoir obtenir l'ordonnance du tribunal. Pour l'instant, elle semble juste être une personne disparue. La première étape est de déterminer s'ils peuvent établir ou fournir un motif probable qu'un crime a eu lieu ou est en cours. L'étape suivante consiste à rédiger un long affidavit et à le soumettre à un juge. Et ensuite, ils doivent transmettre cela à Apple, si c'est un appareil Apple, ou à Google, si c'est un Android. Et ensuite, à partir de là, ils récupèrent les informations, ce qui prend parfois quelques semaines, puis ils commencent leur analyse. Et à ce stade, elle est considérée comme disparue et en danger. Les forces de l'ordre n'ont fait aucune mention d'actes criminels. Je suis sûr que beaucoup de gens pensent à ça quand il y a des circonstances aussi suspectes. Comment les forces de l'ordre traitent-elles une affaire qui n'est qu'une disparition, contrairement à une situation avec des preuves de crime? Eh bien, encore une fois, il s'agira de faire du porte-à-porte, et apparemment, il y a pas mal de membres de la famille et d'amis qui font aussi du porte-à-porte. Ensuite, ils mèneront une enquête préliminaire pour vérifier d'éventuels antécédents de violence domestique, ou s'il y avait un quelconque problème qu'elle aurait pu avoir avec un inconnu ou une altercation avec quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques ou mentaux. Et ensuite, ils essaient un peu de remonter à partir de là.
Malheureusement, dans des cas comme celui-ci, s'il y a eu un crime, statistiquement, il s'agit généralement d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un proche. Oui, parlons aussi de l'incendie, car c'est ce qui a fait basculer la situation. C'est certainement suspect que cette femme ne se soit pas présentée à son match de volley-ball. Mais ensuite, il y a eu un incendie. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a commencé à l'intérieur de la maison et qu'il pense qu'il est de nature suspecte. Nous ignorons s'il s'agit d'un incendie criminel ou l'étendue des dégâts, mais ils ont confirmé qu'une maison a été endommagée par le feu. Il y avait de la fumée qui s'échappait de la maison. Quel type de preuves peut-on recueillir sur une scène d'incendie? Eh bien, c'est une question pour les enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels, mais les enquêteurs, en particulier ceux des services locaux et des pompiers, ainsi que ceux de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, sont vraiment très doués pour trouver ces indices. Parce que s'il y avait une sorte de catalyseur pour l'incendie, ils le sauront vraiment. En se basant sur l'odeur, l'emplacement, vous et l'agencement de la maison, ils suivent ensuite la piste des indices. Ils vont aussi voir s'ils peuvent avoir des images de caméras Ring ou autres. Ils pourraient de même établir une géoclôture autour de la maison pour voir quel type d'activité téléphonique avait lieu avec les antennes relais. Je sais qu'ils ont fait appel au bureau du shérif local et je ne connais pas le modèle exact, mais ils utilisent des drones pour survoler la zone. Ceci semble être simplement basé sur l'adresse. Et d'après ce que nous pouvons voir, c'est une communauté très rurale, ce qui est, comme prévu, en dehors d'Indianapolis. Quelles informations autres que des images un drone peut-il fournir? Quel type de drone les forces de l'ordre utilisent-elles généralement et quelles informations peut-on en tirer? Le drone utilisé n'avait pas la technologie FLIR, qui n'aurait de toute façon pas été utile. Forward Looking Infrared est la technologie infrarouge à vision frontale utilisée pour repérer des personnes ou des animaux. Il cherche juste à comprendre le contexte, à voir s'il y a des endroits où elle aurait pu marcher ou se cacher. Y a-t-il des endroits où un corps pourrait être caché? Y a-t-il une activité suspecte? Et ensuite, à partir de là, ils vont pouvoir rassembler les pièces du puzzle et déterminer où ils veulent concentrer leurs recherches. Je sais que la phrase cliché, c'est les premières 48 heures quand il s'agit d'un crime et de la résolution, mais dans une affaire de disparition comme celle-ci, cela fait une semaine et je pense que les forces de l'ordre en savent plus qu'elles ne le disent. Mais il ne semble pas qu'ils aient beaucoup d'informations, du moins pour l'instant qu'ils communiquent au public. Une semaine s'est écoulée. Comment l'approche que vous adoptez en tant que membre des forces de l'ordre pour rechercher quelqu'un évolue-t-elle par rapport au moment où vous avez appris pour la première fois que cette personne avait disparu? Malheureusement, les forces de l'ordre ont des priorités. Donc, après une semaine, s'ils n'ont pas de bonnes pistes ou quoi que ce soit de concret sur lequel s'appuyer, ils vont devoir passer à d'autres crimes, à d'autres affaires en cours. C'est pourquoi les 48 premières heures sont cruciales, car ensuite un nouveau crime ou problème occupera les forces de l'ordre, car les forces de l'ordre sont là pour réagir. Donc le fait que la famille soit toujours sur le terrain en train de continuer les recherches, ils peuvent raviver la piste, pour ainsi dire, obtenir des pistes, les transmettre aux forces de l'ordre, puis les forces de l'ordre peuvent se réengager et découvrir exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a beaucoup d'inconnus et je ne veux pas trop spéculer. Mais le fait qu'elle semble simplement avoir disparu, et c'est un mot assez fort à utiliser. Mais son sac à main était dans la maison où l'incendie a eu lieu. Sa voiture est dans l'allée. Il ne semble pas qu'il y ait eu de preuves d'après ce que nous avons entendu. Il ne semble pas y avoir eu de signe de lutte, comme une porte brisée. J'ignore si l'incendie a eu un impact. À quel point est-il courant dans ce genre d'affaires de voir un tel manque de preuves à ce stade concernant l'endroit où elle pourrait se trouver? Je ne crois pas qu'il manque de preuves, mais plutôt que les médias n'ont pas assez d'informations partagées. Donc les forces de l'ordre ne veulent pas montrer toutes leurs cartes, surtout s'ils ont un suspect, parce qu'ils vont confronter ce suspect avec des informations que seul le suspect connaîtrait. Je pense qu'il se passe bien plus ici. Je suis convaincu que les forces de l'ordre n'ont rien négligé. Mais avant que quiconque ne spécule sur le manque d'informations, je pense que le temps nous dira exactement ce qui se passe ici. Et vous en avez un peu parlé. À quoi ressemblent les conversations à l'intérieur, dans ce cas, d'un bureau du shérif lorsque vous recevez une histoire qui attire beaucoup d'attention? La famille est impliquée. Il diffuse son visage partout. Le public s'y intéresse certainement. C'est arrivé au point où c'est devenu une nouvelle nationale. À quoi ressemblent les conversations? Quand il s'agit de décider, d'accord, allons-nous divulguer cette information au public ou allons-nous la garder pour nous?
Eh bien, en général, la direction s'en mêle, le sergent, le détective, le sergent, et puis il y a probablement une équipe d'enquêteurs très expérimentés sur cette affaire. Et ils comprennent que certaines informations vont provoquer certaines déclarations de la part des suspects, donc ils ne veulent pas divulguer d'informations qui, de toute évidence, pourraient nuire à l'enquête. Et, eh bien, c'est un peu comme une partie d'échecs ici, et parfois ils laissent filtrer certaines informations pour, en gros, pousser quelqu'un à sortir de l'ombre. En somme, c'est pour voir si quelqu'un réagit. Toutefois, je crois que ces enquêteurs restent très discrets parce qu'ils essaient de reconstituer tout cela et franchement, ils jouent aux échecs avec ces informations avant de révéler ce qui se passe réellement. Elle n'avait pas de casier, seulement quelques infractions selon mes recherches. Des contraventions routières, mais dans l'ensemble, elle n'avait pas affaire aux forces de l'ordre. Combien de temps cela prend-il généralement? Où essayez-vous? Je veux dire, si vous êtes, vous savez, et je sais que vous étiez au FBI, mais disons, vous savez, le détective qui est chargé de cette affaire, au début. Combien de temps faut-il pour établir le profil de la personne recherchée et tous les associés possibles ou ce qui aurait pu lui arriver quand elle a disparu? Eh bien, cela dépend si elle mène un mode de vie à haut risque. Au Federal Bureau of Investigation, on appelle cela une évaluation de la victime, surtout lors d'un crime violent. Donc, si c'est un mode de vie à haut risque, comme la prostitution, alors le profil, pour ainsi dire, va être un peu plus volumineux parce que cette personne va entrer en contact avec beaucoup d'inconnus. Mais dans ce cas, il semble que ce sera assez simple, mais encore une fois, nous ne savons pas. Une fois qu'ils commenceront à creuser et à voir ce qu'il y a dans son passé, cela va vraiment étoffer le profil. Et cela pourrait aussi potentiellement révéler des suspects si c'était effectivement un crime violent. Oui, je sais. Il semble qu'elle travaillait pour le service postal des États-Unis, qu'elle était mère, qu'elle est mère de... Elle a 2 enfants et assiste souvent à des matchs de volley-ball. Et je sais, du point de vue de sa famille, qu'elle n'a jamais rien fait de tel, du moins d'après ce que nous savons. Problème de santé mentale. Je n'en ai pas encore entendu parler, alors que l'affaire progresse. En réalité, ce n'est qu'au cours des 48 dernières heures, plusieurs jours après sa disparition, que l'affaire a attiré l'attention du public. En quoi le fait que le public s'intéresse à une affaire de disparition influence-t-il réellement le nombre de ressources qui y sont consacrées? Eh bien, cela a un impact considérable parce que cela redynamise les ressources d'enquête. Franchement, les forces de l'ordre ne veulent pas qu'on leur reproche d'avoir laissé des pistes inexplorées. Mais il arrive aussi un moment où ils n'ont plus de pistes, et une fois qu'ils n'ont plus de pistes, ils doivent attendre ou ils doivent faire quelque chose pour en générer de nouvelles. Donc, je suis sûr que la direction de ce service de police met un peu la pression sur les enquêteurs. Et ensuite, ils retournent probablement interroger les gens, s'assurer qu'il ne reste rien à vérifier. Aucune piste n'a été négligée. Et à un moment donné, ils n'auront plus de pistes et ils devront attendre de voir ce qui se passe. Oui, qu'est-ce qui se passe alors? Et tu en as déjà un peu parlé. Mais disons que, même dans quelques jours, il n'y a absolument aucun signe de cette femme. Brittany Gard, il n'y a aucune piste, tu sais. Peut-être que les pistes qu'ils suivaient n'aboutissent à rien. Alors quoi? Même si le public s'y intéresse, que devient l'affaire? Est-ce qu'ils attendent simplement que quelqu'un appelle et dise «Eh, je crois que je l'ai aperçu à un endroit»? Souvent, si les détectives n'ont plus rien à faire, ils doivent attendre. Ils distribuent, vous savez, des avis de recherche ou des affiches de disparition. Ils continuent d'interagir avec la famille pour voir s'il y a de nouvelles informations qui apparaissent et ils prennent des nouvelles, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de nouvelles pistes, les forces de l'ordre doivent passer à l'affaire suivante et, en gros, continuer à faire ce qu'elles doivent faire pour assurer la sécurité de la communauté. Oui, et vous savez, en regardant simplement cette affaire, c'est cette maman de 2 enfants qui semblait, et vous savez, on ne peut pas tout savoir à partir des réseaux sociaux. Elle semblait présente pour ses enfants, assistant à leur match de volleyball. Il y a souvent ce type d'incendie à la maison, selon votre expérience. Quand vous avez vu cette histoire pour la première fois, qu'est-ce qui vous a marqué concernant là où nous en sommes à ce stade? Eh bien, l'incendie, vous voyez, évidemment, cela suscite beaucoup de soupçons qu'il s'est passé quelque chose de néfaste ici. Parce que cela voudrait dire que quelqu'un a fait un effort pour peut-être cacher ou détruire des preuves. Donc c'est la première chose. Et puis, disparaître sans laisser de traces, ce qui est très très inhabituel, surtout dans ce monde où nous sommes tous connectés par les téléphones. Et à notre connaissance, elle n'a pas de mode de vie à risque. Il reste de nombreuses questions à résoudre et je pense que les forces de l'ordre finiront par trouver la vérité,
mais cela prendra du temps. Oui, et concernant cela, je sais que son sac a été laissé. Je pense qu'il était sur le comptoir de la cuisine, donc le téléphone pourrait y être. Des cartes de crédit quand quelqu'un laisse tout derrière, et si c'est un cas où il y a eu acte criminel. Mais quand cette personne disparaît et que ses objets personnels restent dans son sac, qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, ça me dit soit qu'ils sont partis précipitamment, soit qu'ils sont partis d'une autre manière. Parce qu'en général, les femmes ne partent jamais nulle part sans leur téléphone. Peut-être qu'elles peuvent laisser un sac à main derrière elles, mais elles auront toujours leur téléphone avec elles. Et ou un portefeuille ou une sorte de pièce d'identité, c'est simplement ce qui se passe culturellement. Donc, le fait que ces objets aient été laissés derrière est aussi très suspect et suscite des inquiétudes parmi les forces de l'ordre. Parce que s'il y avait eu une activité néfaste, tout le monde le saurait. Si cette personne n'a pas de téléphone avec elle, alors il est plus difficile de la localiser. Non, c'est juste une affaire très intéressante. Je veux dire, c'est certainement étrange, les circonstances qui l'entourent. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Merci d'être avec nous sur Law and Crime, agent Colin Schmidt du FBI à la retraite. Merci, c'est tout pour cette émission présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.